Pour ça, il suffit de parler chiffres, hein. Vous regardez les budgets, les budgets des 5 plus grands championnats européens. Donc on va arriver à peu près un peu autour de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, c'est à peu près le chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Donc finalement, contrairement à ce qu'on peut dire, contrairement à ce qui a toujours été dit dans l'histoire, c'est-à-dire que le foot est un gros business, non, le foot est une petite affaire. C'est ce qu'on peut dire. Et si on regarde par exemple au niveau français, le budget de la Ligue, de la Ligue 1, c'est entre 1,5 et 1,6 milliard d'euros. Ça correspond à peu près à la moitié du chiffre d'affaires de son sponsor Conforama. Donc voilà, tout ça pour dire effectivement, il faut pas exagérer l'importance économique du foot. C'est très important d'un point de vue économique par rapport à, on en entend parler, c'est partout autour de nous, mais d'un point de vue économique, c'est pas une grosse affaire. Alors je vais quand même essayer de m'inscrire en faux par rapport à ce que vous venez de dire. 20 ans plus tôt, par exemple en 96, le football pesait uniquement un peu moins de 3 milliards, ce qui veut dire que en l'espèce, il a pris 7 fois de la valeur. Oui. Le volume donc de l'économie du foot a considérablement augmenté ces derniers temps. Comment vous expliquez ça, Lucas Rondel? Donc c'est vrai que le foot, historiquement, il a connu différentes périodes. Et la dernière période, ça date de l'arrivée des télés, donc c'est-à-dire à la fin des années 80. Le premier match télévisé donc en France, c'est donc 1984, l'arrivée de Canal+, et donc c'était un Nantes-Monaco. J'y étais d'ailleurs. Et donc voilà. Après, c'est vrai que depuis le milieu des années 90, eh bien, la croissance du foot, un peu partout, mais si on prend le cas de la France, c'est à peu près un taux de croissance de 10% 10% en moyenne par an. Donc c'est vrai que c'est considérable, c'est nettement plus que les autres secteurs de l'économie. Alors comment on explique ça? C'est surtout l'arrivée... c'est vrai que si vous regardez le foot dans les années 70, c'est à peu près entre 50 et 60% des ressources qui sont issues de la billetterie, des spectateurs. Et aujourd'hui, les droits télé étaient marginaux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qui apporte de l'argent au foot, c'est les droits TV. C'est de l'ordre de 50 à 60% des budgets. Et c'est vrai que par exemple, le poste billetterie, est devenu marginal. C'est autour de 11% en France, par exemple. Ce qui veut dire que finalement, ce qui a considérablement augmenté, ce sont donc ce qu'on appelle les droits télé, avec d'ailleurs un budget de plus en plus important, parce que jadis, on pouvait croire que le foot, devant sa télé en tout cas, était un loisir peu onéreux. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, Lucas Rondel. Comment? Excusez-moi. Le foot devant la télé, aujourd'hui, avec les différents abonnements qu'il faut prendre aux chaînes, Oui, voilà. et il y a un chiffre moyen qui est aujourd'hui établi à un peu plus de 600 euros par an et par téléspectateur, ce qui signifie quand même un budget important, ce qui signifie aussi des ressources, malgré tout, pour les clubs. Alors c'est vrai qu'en économie, on a ce qu'on appelle le problème du foot, et pour faire des affaires dans le foot, c'était ce qu'on appelle en économie l'appropriabilité de tout ce que peut entraîner le foot. Et effectivement, on se dirige vers de plus en plus effectivement, on s'accapare un petit peu de plus en plus des domaines économiques qui permettent de rapporter de l'argent dans le foot. Et effectivement, la question qui peut se poser, notamment en France par rapport à l'augmentation des droits TV, avec la revente, enfin le budget des télés qui va augmenter, qui va être autour d'1 milliard d'euros dans la prochaine échéance. Eh bien ça va être le vrai challenge, c'est est-ce que donc le diffuseur va être capable de rentabiliser cette somme qu'il a investie dans le foot. Ça c'est vrai. Alors est-ce qu'il y aura une demande? Il y a aussi pour savoir si les citoyens vont être capables de la payer. Est-ce qu'il y aura une demande suffisante? Ça c'est la question. Mais bon, moi je suis pas trop inquiet. Je n'emploierai pas ce terme, Lucas Rondel, pour savoir si je suis inquiet sur les droits du foot. Ce que je vois en revanche, c'est que cela peut aller jusqu'à des sommes 800 euros, par exemple, en Italie par an pour pouvoir regarder les matchs de foot à la télé. Je précise, ce qui signifie qu'on brasse quand même de plus en plus d'argent dans ce secteur. Si on se situe maintenant à l'échelle des clubs, est-ce qu'investir dans un club de football, c'est une affaire rentable, ou est-ce qu'il faut être milliardaire pour devenir millionnaire en ayant investi là-dedans? C'est une question intéressante. Seconde un peu idée reçue, c'est qu'on fait beaucoup d'argent dans le foot. Non, on fait pas d'argent dans le foot. Jusqu'à présent,
on en fait très peu. C'est-à-dire que les clubs de foot sont très peu bénéficiaires. C'est en général, si vous regardez globalement, hein, je ne parle pas individuellement, globalement, on est sur un train d'équilibre, quoi. Donc les clubs globalement ne font ni perte ni bénéfice. Et même si on regarde un peu l'évolution des situations financières des clubs européens. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où ils étaient en lourde perte, mais avec l'instauration du fair play financier, donc ça a nettement diminué. Donc aujourd'hui, on est presque à l'équilibre. Le fair play financier, il faut rappeler, un club n'a plus le droit d'être déficitaire. C'est ça, c'est-à-dire on doit générer autant de recettes qu'on dépense, quoi. Donc c'est effectivement les problèmes les discussions qu'on a. Ce qui est très important, parce que ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas, en tout cas de manière officielle, fausser la compétition en investissant des sommes folles qui de toute façon ne seraient pas rentabilisées dans la compétition. Alors il y avait deux objectifs fair play financier, c'est maintenir, c'était Platini, Michel Platini qui était footballeur, donc le footballeur, qui voulait maintenir ce qu'on appelle en économie un équilibre compétitif, c'est-à-dire que les compétitions ne soient pas trop déséquilibrées. Et le deuxième objectif, c'était surtout que les clubs qui étaient alors en fort déficit, ils avaient un fort endettement notamment, diminuent leur endettement et donc diminuent leur perte. Donc je pense qu'un des objectifs qui a été réussi, c'est le fait que les clubs se sont désendettés, surtout en Italie et en Angleterre. Et puis, effectivement, les pertes sont beaucoup moins importantes. Le premier objectif qui était de maintenir un équilibre compétitif, non, ça a complètement échoué. Enfin, pas échoué, oui, échoué. Parce que, ce qu'on observe quand on regarde la Ligue des Champions, c'est que c'est un peu, à partir des quarts de finale, c'est un peu toujours les mêmes clubs. C'est ceux qui génèrent le plus de revenus qui vont finir par gagner la compétition. Donc ça, en tout cas, c'est quelque chose que l'on observe. Dites-vous, il y a une marge bénéficiaire qui est extrêmement faible dans le foot. Ce qui, en revanche, est quelque chose de très ancien, c'est qu'il est quasiment obligatoire pour de grands capitaines d'industrie, et notamment de grands capitaines d'industrie qui ont un ancrage local, d'être associés au foot. C'est très ancien, c'était déjà le cas dans les années 60 avec par exemple Jean Prouveau qui était un acteur important du textile là dans la ville de Roubaix, mais ça n'a pas vraiment changé depuis. Ah, si, ça a beaucoup changé. C'est vrai que dans les années 70, on peut dire que c'est des entrepreneurs locaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Coup de tête avec Patrick Dewaere, donc on voit le président Siverdière qui déchirait les billets dans les vestiaires. Donc ça, c'était un peu l'image. Le foot des années 70, c'est un peu cette image-là. Aujourd'hui, ça s'est complètement délocalisé. Si vous regardez la plupart des présidents, alors je généralise, c'est pas pour tous les clubs, c'est pas le cas. Mais si vous regardez comme les présidents des clubs, c'est comme des clubs qui n'ont pas de racines locales. Regardez à Nantes, c'est un Polonais, un franco-polonais. À Lorient, c'est Jean-Luc Ferry qui est un financier qui est basé à Londres. Vous voyez, le Qatar au Paris. Donc, au contraire, c'est-à-dire le foot, c'est complètement globalisé, quoi. Mais alors, pourquoi font-ils ça? Parce qu'on comprend pourquoi les Agnelli, donc Fiat, est toujours très présent à la Juventus à Turin. Bon, là, on voit qu'il y a un ancrage local avec une forme de paternalisme patronal et une manière peut-être de redorer son blason. Mais alors pour les autres, ceux qui n'ont aucun ancrage local, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le foot? Alors oui, c'est la question qu'on peut se poser, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on ne vient pas dans le foot pour faire des bénéfices. Donc forcément que la rentabilité qu'on attend, elle est non pécuniaire, elle est non économique. Donc là, il peut y avoir différentes explications. Si vous regardez par exemple Pinot à Rennes, effectivement, Alors Pinot, il est breton, lui. Pinot, il est breton. Oui, non, mais j'ai dit qu'il ne faut pas généraliser. Mais non. Parce que lui, c'est un ancrage local, justement. Oui, c'est un ancrage local. Alors justement, c'est un ancrage local, mais enfin, ça n'empêche pas de posséder donc, les douanes de Venise ou le Palais Grassi. Je veux dire, voilà. Donc c'est vrai qu'il est ici de Rennes. C'est pas du foot, ça. C'est pas du foot, non, mais c'est de la culture, qui n'est pas populaire, mais c'est de la culture. Non, Pinot, effectivement, mais si vous me laissez finir là-dessus, c'est-à-dire Pinot, effectivement, c'est un ancrage local, et s'il investit dans le Stade Rennais, c'est parce que, comme il dit, il voulait rendre un petit peu à la région ce qu'elle lui avait permis d'accumuler. Ça, effectivement, on retrouve un petit peu les grands capitaines d'industrie aux États-Unis, etc. Donc il y a cette logique-là. Après, les autres motifs, c'est pourquoi le Qatar investit à Paris. On voit bien que c'est des motivations extra-économiques, c'est de la géopolitique, c'est du soft power.
joueurs, c'est aussi parce que ça permet aussi de faire d'autres affaires à côté. Je veux dire, il y a des fois, par exemple, au club de Malaga, quand le Qatar a acheté le club de Malaga, c'est parce qu'effectivement, il y avait un projet immobilier autour du port, etc. Donc on voit effectivement que les motivations sont... Et puis, il y a des gens qui aiment le foot. Berlusconi, je pense qu'il aimait le foot, mais aussi il avait des prétentions politiques. Et je pense que les victoires de l'AC Milan l'ont permis d'avoir une vraie carrière politique. Et oui, c'est ça qui est étonnant. Le foot peut être un tremplin en politique. Alors, Oui. on se souvient évidemment de Bernard Tapie, il y a l'exemple de Bien Berlusconi. sûr. Ça fonctionne. Ça fonctionnait. Je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais oui. Mais c'est vrai que le foot, ça permet. Alors, vous voyez, par exemple, en économie aussi, on dit que le foot, si vous voulez, si vous recherchez un bien ostentatoire, c'est l'exemple parfait d'un bien ostentatoire. On va citer Veblen, c'est-à-dire le fait que quand on est Thorsten riche, Veblen qui... voilà. Donc, quand on est riche, effectivement, et une fois que vous avez acheté plein de maisons, plein de voitures, etc., il faut trouver quand même des biens qui vous permettent de vous distinguer. C'est la distinction. Donc, le foot, c'est un bien assez parfait par ça, parce que c'est ce qu'on appelle un bien positionnel, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un champion par an, donc effectivement, et c'est au détriment des autres. Donc forcément que voilà, ça satisfait. On aime bien. Je pense qu'il n'y a pas que les joueurs qui aiment lever des trophées, il y a aussi les présidents. On a parlé de beaucoup de clubs de foot qui sont des clubs de foot extrêmement connus, comme par exemple la Juventus de Turin. Il y a aussi des clubs de foot qui sont connus, mais qui appartiennent à des villes moyennes. On peut penser à Guingamp, on peut penser à Thonon-Lac. Quelles sont les logiques de ceux qui possèdent ces clubs et quelles sont les conséquences pour ces villes qui sont des villes moyennes? Alors, si vous prenez le club de Guingamp, c'est vrai que il y a énormément d'actionnaires, donc c'est des modèles différents. Hein. Il y a un actionnaire principal, mais il y a aussi beaucoup d'actionnaires. Et ce qui est intéressant dans le club de Guingamp, par exemple, alors c'est des entrepreneurs locaux, toi. Donc effectivement, il y a quand même dans certains clubs, il y a une dimension locale. Je pense que si vous regardez les plus gros clubs, c'est quand même plus compliqué. Alors vous citez Agnelli, ok, mais dans les plus gros clubs, c'est de moins en moins vrai. Si vous regardez les clubs en Angleterre, ils ont été rachetés. Alors, et c'est ça aussi qui était une évolution intéressante, c'est qu'il y a de plus en plus de clubs qui sont achetés par des Américains, qui n'ont pas forcément une culture footballistique très évoluée. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut... À mon avis, c'est un peu l'objet du livre qu'on a écrit avec Richard Duhautois, hein. C'est qu'on se situe peut-être à une période un peu charnière, encore une période charnière dans l'évolution du foot. Parce qu'effectivement, est-ce que le foot ne va pas devenir un business qui va être profitable? Et c'est la question qu'on se pose quand on voit un petit peu l'évolution que ça a au niveau des propriétaires. Par exemple, je vous dis, il y a de plus en plus Frank McCourt à Marseille, qui lui possédait donc une franchise américaine. Donc, c'est pas des gens qui acceptent d'investir sans retour sur investissement. Donc, c'est peut-être ça qui va changer aussi dans l'évolution du foot. Les défenseurs du football, et notamment les défenseurs sur le plan économique, disent que les retombées économiques du foot sont extrêmement importantes. Les salaires des joueurs sont bien entendu exorbitants, mais ils expliquent que lorsqu'un footballeur est payé des millions, eh bien lui-même crée des emplois. Je ne sais pas si c'est l'une des conséquences de la pseudo-théorie du ruissellement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est souvent évoqué à ce sujet, Lucas Rondel. Je sais pas, oui, on peut évoquer la théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les joueurs touchent beaucoup d'argent, tout l'environnement, leur environnement en profite. Bon, mais par rapport à ça, ce qu'il faut quand même... c'est un peu aussi la thèse qu'on défend dans le livre, c'est que par rapport à tous ces millions milliards qui arrivent dans le foot, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la majorité de ces sommes va aux footballeurs. C'est vraiment très spécifique au secteur économique du football. C'est assez rare de voir qu'effectivement, c'est les travailleurs du football qui bénéficient un petit peu de cette rente. C'est les joueurs qui accaparent la rente du football. Et d'un certain côté, bon, on peut trouver ça scandaleux comme Anne-Sophie Lapix, hein, mais néanmoins, il faut quand même regarder d'où viennent les footballeurs. C'est quand même des gens qui sont issus de milieux populaires. Hein, je veux dire, Paul Pogba, il a joué à Torcy. Mbappé Dans a bondi. Comment il s'appelle, Mbélé, c'est Évreux. Bon, Griezmann, il a joué à Melun, même s'il a été en Espagne après. Donc vous voyez, c'est quand même pas des gens qui des petits clubs qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc quelque part, bon voilà, c'est pas forcément, on peut trouver ça amoral, mais on peut trouver ça aussi que finalement il y a une certaine justice sociale à ce que les travailleurs du foot captent la rente qui vient effectivement des milliardaires ou des droits télé.